10h07, on se retrouve donc en direct sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day-by-Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Alors on va parler de différentes choses, on va aborder différents sujets si je puis dire ce matin. On va commencer d'abord par faire un point marché. Vous allez nous livrer donc vos impressions sur ce qui se passe sur les marchés en ce moment même. On remarque que les indices sont en train de dévisser complètement si je puis dire en Europe. Et on parlera ensuite donc de vos portefeuilles et de vos performances annuelles. On va passer en revue un peu ce que vous avez fait au niveau du trading cette année, Mathieu. Ouais. Alors que pouvez-vous nous dire justement sur les indices en ce moment, notamment l'indice CAC 40 qui ce matin est passé sous les 4000 points? Les 6 derniers jours reflètent bien la bourse de cette année, pour moi très compliquée. C'est-à-dire que même en étant baissier après le gap, la rupture des supports, même quand vous aviez la bonne anticipation, c'était impossible de prévoir la vitesse et l'ampleur du mouvement. Le problème, c'est que maintenant, en fait, on tombe tellement vite que le moindre stop sur cet indice, c'est un stop intraday 60 minutes et il est à 4-5%. Donc ça rend tout trade extrêmement compliqué parce qu'on est obligé d'accepter un stop énorme pour un reward incertain parce qu'on ne sait pas du tout jusqu'où on va tomber. On a un proverbe en bourse, en tout cas en trading, c'est qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe. On attend qu'il se plante avant de le ramasser, ça évite de se blesser. Voilà, c'est un peu ça. Le couteau, il est en train de tomber. Ouais. On ne sait pas où est le plancher. Il est vrai encore. Que la vitesse est assez impressionnante. La vitesse du repli et de la baisse, c'est comme vous dites, impossible à prévoir. C'est un sauf qui peut général. Quoi. Effectivement, on a perdu 400 points en 6 séances à peu près. Voilà, donc, ça donne une idée quand même de la vitesse du mouvement et de la violence. C'est une vitesse de crack. Ouais, soyons assez clairs, c'est une vitesse de crack. Mais on avait eu en octobre un peu la même vitesse dans la baisse du mois d'octobre et on était remonté ensuite finalement assez rapidement aussi. Alors on peut très bien remonter. La question à se poser maintenant, c'est forcément on est dans le cœur, on va dire, du mouvement. La fin d'un mouvement baissier se fait généralement comme ce qu'on a fait en octobre, c'est-à-dire beaucoup de volume, une grande mèche, beaucoup de volatilité. Tant qu'on n'a pas ça, c'est pas la fin. Donc, on va attendre la même chose. Est-ce que ça se fera sur les mêmes niveaux? Est-ce que ça se fera en dessous? Ça, totalement incertain. Tout ce que je sais, c'est que déjà acheter est proscrit. Vendre est mécaniquement compliqué puisque les stops sont très loin, mais c'est malheureusement ce qu'il faut faire. Voilà. Après, le choix des valeurs va être, on va dire, la clé. Le problème, c'est qu'il nous reste plus que des valeurs fortes à vendre. Les valeurs faibles, elles se sont déjà fait massacrer. Les stops sont extrêmement éloignés. Je vais vous montrer un graphique qui est pour moi très parlant. C'est Repsol. Donc ça fait partie des valeurs qui étaient dangereuses dans un secteur faible, le secteur du pétrole, qu'on verra juste après. Vous voyez ici la violence de la baisse, le décalage. On n'a quasiment aucun stop, c'est-à-dire la plus petite reprise intraday, c'est 16,65, on vaut actuellement 15,16, donc ça fait quasiment 7-8%, donc c'est intraitable. On est sur une valeur qui vient de donner un signal graphique d'importance en enfonçant de façon très violente cette zone de support, donc on est sur des choses qui techniquement sont très très baissières. Un contexte général, que ça soit pétrolier extrêmement faible, ou même par rapport à différents scandales qu'il peut y avoir en termes de corruption au Brésil. On sait que le lien entre Espagne et Brésil est très fort. Donc voilà, on est dans un contexte général compliqué, avec des valeurs qui décrochent de façon très violente, sans stop. Et c'est un petit peu en fait un sauf qui peut de la part de tout le monde, en disant si je vends maintenant, je sauve une perf peut-être annuelle encore à peu près correcte. Si j'attends 3 jours, s'il faut, je serai 4% plus bas et je vais détruire un an de travail. Et alors, c'est ça en fait la problématique en ce moment. Justement Mathieu, la semaine dernière on vous a reçu sur ce plateau et vous nous disiez que vous aviez eu ce signal vendeur, c'était jeudi me semble-t-il. Vous aviez eu ce signal vendeur et vous avez pu profiter des baisses de marché. Donc quels sont les titres sur lesquels vous avez pu profiter de ces baisses? Alors ce qu'il faut voir, c'est déjà que c'est sur le portefeuille que je gère, donc c'est un portefeuille exclusivement français SRD, donc déjà ça me limite beaucoup en termes d'exposition et puis de vente
vente à découvert, tout simplement. J'en ai pas profité assez, malheureusement. Je pensais que ça allait baisser, mais après c'est toujours pareil, je pensais pas que ça allait baisser aussi fort, aussi vite. Voilà, la problématique elle est là. Mais vous aviez des performances positives. Oui, tout compliqué quoi. À partir du moment où on a vendu, de toute façon dans ce marché-là, les performances sont au rendez-vous. C'était positif. Regardez par exemple, j'avais quelque chose sur Safran. Pourquoi? Parce que Safran ici, donc c'est tout en haut. Sachez que particulièrement ma méfiance va à des gaps, que ça soit haussier ou baissier, en haute trend. Ça c'est des choses qui pour moi sont révélateurs d'un danger. Et sur Safran, si on va zoomer, ici vous voyez on avait une figure de renversement qu'on appelle une island reversal. Pourquoi une island? Ça fait une île en fait, vous avez un trou à l'entrée, un trou à la sortie. Ça c'est une figure de retournement forte. Par contre derrière, que ça fasse quelque chose comme ça, c'était un peu plus compliqué à prévoir. Ouais, voilà. Le sens on l'avait, et après la problématique des cibles et des points d'entrée. Des points d'entrée on les avait, les cibles, voilà, on sait jamais jusqu'où un titre peut corriger. Donc on a quand même réussi à dégager une performance positive donc sur ce titre, donc on est content. Effectivement on se dit a posteriori j'aurais mieux fait de la garder et de profiter à plein du mouvement. D'un autre côté dans ces marchés on sait que c'est compliqué, donc une fois que c'est encaissé, c'est l'avantage, c'est qu'on peut passer ou à autre chose. En tout cas on ne met plus en danger son capital, et cette problématique de sauvegarde du capital c'est ce qui m'a animé toute l'année, et ça a été compliqué. Alors effectivement Mathieu, alors on sait que historiquement chez Day by Day vous arrivez à faire une performance positive chaque année. On remarque que depuis 2006 en tout cas c'est le cas, puisque vous arrivez justement à avoir une performance qui est positive depuis 2006. Cette année a été compliquée, vous avez dit en termes de trading, vous nous disiez ça il y a quelques secondes. On sait quand même que malgré tout vous avez quand même réussi à dégager une performance positive sur l'année, malgré quelques mois négatif, parce qu'évidemment on ne peut pas gagner à tous les coups, mais il y a cette idée de justement gestion des risques qui est très importante chez vous, et qui peut être la source justement de cette performance. Tout ce qui nous anime, si vous voulez, c'est à la base, la première chose, de toute façon, c'est la sauvegarde du capital. Parce que si vous n'avez plus de capital, mécaniquement, vous ne pouvez plus traiter. Donc ça, c'est la base. Ah, c'est la base. C'est ce qui doit en permanence vous coller au marché. Sinon, après, qu'est-ce qui se passe? On oublie des stops et on court, on va dire, grosso modo, vers la catastrophe. Parce qu'il faut bien savoir, c'est que si on perd 50%, il faut faire 100% pour revenir au capital de départ. Donc c'est très compliqué. Sur les performances générales donc de notre portefeuille de trading, que j'ai dit, donc c'est uniquement 10 lignes maximum, valeur française uniquement, achat ou vente. En fond vente, quand on peut pas forcément tout vendre à découvert toutes les valeurs. On est sur des performances qui effectivement étaient à 2 chiffres entre 2006 et 2012. 2013 plus compliqué, 2014 plus compliqué, mais on voit qu'on sauvegarde quand même le principal, c'est-à-dire une performance positive. Et comme un écart de 14% avec le CAC 40, c'est l'avantage d'avoir le droit de vendre quand lui souffre. Ouais, voilà. On voit bien effectivement qu'il est compliqué de répliquer le CAC 40 quand il ne fait que monter en ligne droite et qu'il affiche une belle performance. Même si vous voyez en 2009 il avait pris 22%, on a pris 21%, donc on avait quand même réussi à coller. En 2012 pareil, plus 15, plus 21. L'écart se fait effectivement quand l'indice baisse et que le portefeuille monte. On voit par exemple en 2008 plus 28%, moins 42, ou en 2011 plus 13%, moins 17. Donc là il y a vraiment un écart qui se crée. Cette année donc plus 7 et des poussières en ce moment, moins 7 pour le CAC. Alors on voit que ça se décompose de façon mensuelle, c'est-à-dire qu'on se bat en fait chez Day by Day tous les mois pour essayer de dégager une perf mensuelle positive. Voilà, c'est vraiment, on remet le travail tous les mois, on essaye de faire quelque chose de correct. Donc, alors justement Mathieu, vous vous battez tous les mois pour essayer de dégager une performance positive. Quelles sont vos méthodes de trading? Comment vous vous y prenez justement pour essayer de battre le CAC 40? Déjà c'est un travail de tous les instants. On est obligé de screener en permanence le marché pour essayer de trouver des opportunités. Déjà, c'est la première chose. On se concentre sur l'indice pour essayer de trouver un sens général, achat ou vente. Et après, une fois qu'on a trouvé, en tout cas décidé de ce sens, on essaye de trouver les bons sous-jacents en termes de timing et de rendement risque pour ajuster ses performances. On n'hésite pas à s'exposer, mais on ne s'expose pas inutilement. C'est-à-dire que
il arrive mécaniquement pendant l'année où effectivement, par exemple, l'indice est en consolidation, on va volontairement limiter les opérations pendant ces périodes-là, car chez Day by Day, on essaye de prendre des tendances. Donc lorsqu'il n'y a pas de tendance, multiplier les opérations en consolidation, ça implique des rendements risques qui se dégradent, des stops qui sont touchés plus souvent, et lorsque vous touchez vos stops, et mécaniquement, vous dégradez votre capital, et donc ça, on n'en veut pas. Donc, il se trouve que certains mois, on va beaucoup moins traiter que d'autres. D'ailleurs, un exemple, c'était ces derniers mois, entre la mi-novembre et la mi-décembre, vous n'avez quasiment pas traité. Si on regarde un petit peu l'historique, peut-être, il me semble que vous avez fait des trades jusqu'au 12 novembre. Et ensuite, vous aviez eu donc une période de 2 ou 3 semaines sans trade, justement. Effectivement. Préserver, je vous montre, donc on historise tout, de toute façon, parce que c'est normal déjà pour retrouver l'historique. Et puis, de toute façon, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très transparent, vu que tous nos clients reçoivent des alertes en temps réel. Donc, mécaniquement, autant nous, on affiche de façon assez transparente. Et on voit vraiment, si vous voulez, donc par exemple, novembre et décembre, j'ai eu 2 périodes dans lesquelles j'ai traité. Grosso modo ici le 11-12, 10-11-12 novembre, où effectivement il y a eu une vague d'achat, une vague de vente, ayant dégagé une performance suffisamment positive pour faire un mois positif. Et puis là récemment, donc une grosse vague de vente, ayant aussi permis de dégager un rendement positif pour le mois. Des fois, le marché se prête, des fois, il ne s'y prête pas. Quand il ne s'y prête pas, je ne me force pas. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, c'est ce que vous mettez en relief, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez une performance positive dans le mois, rien ne sert de remettre en question ces performances avec du trade un peu, peut-être, j'allais dire, entre guillemets, plus hasardeux, mais dès que là, vous avez une performance sécurisée, vous arrêtez de traiter. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut remettre en cause sa performance et, entre guillemets, la remettre sur le tapis. C'est pas gênant lorsqu'on a des convictions. Voilà, il faut avoir des convictions. Mais si j'ai pas de conviction, que j'ai déjà une performance positive, je ne vais pas, entre guillemets, forcer mes trades, puisque pour moi, le fait de ne pas être investi est une décision d'investissement propre, qui est probablement la plus dure. Parce que, à la base, je suis quand même payé pour dégager de la performance, pour animer ce produit, pour traiter donc. Et le fait de ne pas traiter, typiquement, peut me frustrer, peut générer beaucoup d'embêtements. On voit des valeurs qui décalent à l'achat, à la vente, etc. On se dit, mince, je suis pas dedans. Sauf qu'on n'est pas dedans juste pour le principe de ne pas l'être, ou en disant, c'est bon, j'ai fait mon mois, je m'arrête. C'est pas ça. C'est que si on n'est pas dedans, c'est que déjà, on n'a pas forcément une conviction forte sur le mouvement à venir, sur les indices. Donc, mécaniquement, répliquer quelque chose sur les valeurs, c'est plus compliqué. Puis des fois, tout simplement, il y a des marchés qui sont en manque d'opportunités ou qui sont comme à l'heure actuelle, qui ont décalé tellement vite que vous vous retrouvez soit à essayer d'acheter quelque chose qui tombe, donc avec des stops incertains et donc entre guillemets des probabilités faibles, c'est pas vraiment ce qu'on veut, soit vous vous retrouvez à vendre, mais vendre avec des stops à 6% pour gagner combien, parce qu'à quelle vitesse on va poursuivre, vous le savez pas trop. Donc mécaniquement dans ces périodes-là, soit on a réussi à rentrer et à tenir ses positions, ce qui n'est pas facile, et soit après on est d'une certaine façon un petit peu bloqué par la vitesse de ce marché. C'est-à-dire que le marché, pendant toute cette année, soit il faisait rien pendant très longtemps, soit il allait tellement vite que vous preniez éventuellement la première jambe, et que la deuxième, vous étiez un peu condamné à la regarder passer, parce que techniquement parlant, il devenait très compliqué de traiter dans des ratios acceptables. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça fait vraiment en fait des phases de trade un peu plus intensives des fois et des phases de creux. Par exemple, si je regarde le mois précédent, le mois d'octobre, j'ai traité, on va dire, de façon un peu plus régulière, un petit peu en début de mois, un peu en fin de mois et vers la toute fin de mois à l'achat et à la vente, vraiment en fonction des opportunités qu'on a pu trouver. Des fois, on va être sur des marchés qui offrent beaucoup plus d'opportunités, que ce soit à l'achat ou à la vente. Des fois c'est plus dur. Le principal étant toujours, en tout cas notre optique, c'est de toujours essayer de faire une sauvegarde du capital. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que vous avez dans votre historique des vagues de positions. C'est-à-dire que vous prenez par exemple les 4-5 positions la même journée. Oui.
Quand vous avez vraiment une conviction. Assez volontaire. À partir du moment où on a une conviction sur un indice, sur un mouvement à venir, il faut essayer de le répliquer. Après, sinon, si j'ai une conviction pour une ligne sur un dixième de mon portefeuille, c'est pas une conviction qui est terrible. Voilà. Quand on a une conviction, on la joue. On essaye de trouver les meilleurs véhicules et le meilleur timing pour traiter ce mouvement à venir. Après, déjà, si on a raison sur le sens, et si le timing il est bon, on va dire que c'est plus simple. En tout cas, 7% de progression pour cette année. Quand le CAC en perd 7, c'est vraiment tout à votre honneur. En tout cas, déjà à la base, moi je suis content. C'est-à-dire que dégager une performance positive depuis 2 ans, c'est dur. C'est un travail de tous les instants, surtout quand votre univers est un peu plus, on va dire, limité, parce que le SRD, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des secteurs qui sont pas oublié, mais je veux dire, tout ce qui est par exemple produit de base, vous avez ArcelorMittal, un peu d'Eramet, même si le véhicule il est particulier parce qu'on est très localisé sur une seule matière première. À part ça, par exemple, traiter l'or, c'est compliqué. Cette problématique est compliquée sur le SRD. Voilà. Et donc en fait, si vous voulez, on va avoir des contraintes particulières sur ces marchés. Donc il faut aussi réussir. Des fois, on a des bonnes convictions, mais on peut pas les jouer quand même. Bon, c'est comme ça. Très bien, merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc dès jeudi pour un nouveau tour d'horizon sur les marchés. Et puis merci beaucoup en tout cas de nous avoir livré vos impressions et vos méthodes de trading. Bonne journée, merci. Mathieu. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.